Bonjour à toutes et à tous, et j'aimerais vous dire joyeux anniversaire, parce qu'il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, c'était le 27 novembre 2017, le président Macron nous promettait la sortie du glyphosate au plus tard dans 3 ans. Nous y sommes, et cet herbicide est toujours autant utilisé en agriculture. Il y a les promesses qu'on ne tient pas et il y a aussi les régressions. Le gouvernement a fait réécrire cet automne la loi biodiversité de 2016 pour pouvoir réautoriser l'usage des insecticides néonicotinoïdes. Et après les betteraviers, on se demande bien à qui le tour. Bref, la France n'est pas bien partie pour réduire de moitié l'usage des pesticides à l'horizon 2025 comme elle s'y était engagée avec son plan Ecophyto dont le dernier bilan montre au contraire une progression continue de leur emploi de l'ordre de plus 20-25% par rapport à 2010. Alors, sortir des pesticides, est-ce que c'est possible? Et derrière cette question, est-ce qu'il est possible de sortir d'un modèle agricole qui n'est pas durable, ni du point de vue de l'environnement, ni du point de vue de la santé, ni du point de vue des emplois? Et est-ce que c'est possible et à quelles conditions? Et que faudrait-il faire au niveau européen, sachant que nous sommes en pleine renégociation de la politique agricole commune? Alors, pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau virtuel Nicolas Giraud, porte-parole national de la Confédération paysanne. Faites un petit signe, Nicolas, s'il vous plaît. Lui et son frère produisent du lait dans le Jura, lait qui est livré à la coopérative de leur village et transformé en comté et en morbier. Dommage qu'on soit en visioconférence. Et Pierre Dupraz, vous êtes agronome, économiste, directeur de recherche à l'INRAE, spécialiste des politiques agri-environnementales au niveau français et européen. Vous avez participé à une étude que l'INRAE vient de remettre au Parlement européen il y a quelques jours et qui formule des recommandations pour aligner la politique agricole commune sur le Green Deal européen et notamment réduire de moitié l'usage des pesticides à un horizon d'une dizaine d'années. J'espère que nous serons rejoints rapidement par Madeleine Charrue de Solagro et Daniel Cuev qui était initiateur du mouvement contre des arrêtés municipaux anti-pesticides à proximité des habitations. Ils ont du mal à se connecter et j'espère qu'ils seront rapidement avec nous. Je me présente aussi, Antoine de Ravignan, je suis journaliste environnement à Alternative économique et donc j'aurai le plaisir d'animer notre table ronde. Donc j'ai demandé à nos invités d'intervenir assez brièvement de manière à ce que vous puissiez avoir 3/4 d'heure d'échange avec eux. Voilà, donc je vous inviterai tous à formuler vos questions, vos remarques, critiques en utilisant l'onglet questions qui se trouve dans le panneau latéral à droite de votre écran. Voilà, et vous pouvez aussi voter pour pour des questions si vous avez les mêmes que d'autres participants. Vous avez dans le même panneau latéral un onglet sondage que je vous invite à aller voir. Vous pouvez dès à présent donner votre avis sur des propositions que vous trouverez, donc des petits sondages. Cela permettra peut-être de faire émerger des points de consensus ou de dissensus et nourrir ainsi nos échanges. Voilà, alors Nicolas Giraud, sortir des pesticides quand on est agriculteur et souvent prisonnier du système productiviste, est-ce que c'est possible? Mais bonjour à tout le monde. Oui, je pense que nous on pense que c'est possible à la Confédération paysanne. En tout cas, on cherche à s'y employer. C'est déjà possible en partie sur certaines productions et des alternatives existent déjà. En tout cas, nous on essaye donc d'en tracer la sortie, de donner cette direction-là pour donner aux paysans les moyens de s'affranchir des pesticides, d'en être moins dépendants que ce qu'ils en sont aujourd'hui. Et donc, de fait, comme je disais, les moyens techniques pour nous existent déjà. On se rend compte que les alternatives techniques existent dans une majorité de cas.
Le problème, c'est qu'elles sont bien souvent juste circonscrites, soit à l'agriculture biologique, soit à des circuits courts, soit à des signes, à des produits sous signe de qualité. Ce que nous, on schématise en disant dans des niches, en fait, l'agriculture de manière générale est encore fortement utilisatrice de pesticides. Et l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on passe de la forte majorité des paysans l'utilisent à la forte majorité des paysans ne l'utilisent plus et on engage tout le monde sur cette direction de cet affranchissement, c'est pour nous la grande question. Quand je dis que c'est plus facile dans des niches, je prends juste mon exemple. Moi, donc, comme vous l'avez dit, je suis producteur de lait à comté, donc une production sous signe de qualité, relativement protégée, bien rémunératrice par notre prix du lait, avec des choses qui ont été mises en place, notamment de la régulation des volumes. Et ce qui fait que nous, sur notre ferme, on peut encore être dans une petite ferme. On a 35 vaches pour 2 actifs. On a 70 hectares tout en herbe. Ce qui fait que dans cette agriculture-là, on a du temps, de la capacité à rechercher des alternatives, les mettre en place et arriver à faire sans pesticides. Nous, on n'est personnellement pas engagés en agriculture biologique, mais ce qui ne nous empêche pas d'utiliser… je pense que depuis plusieurs années, on n'utilise aucun pesticide. Hein. On pouvait en utiliser avant pour les broussailles, pour les buissons dans les zones non accessibles. Maintenant, avec le temps qu'on a, on fait ça à la débroussailleuse, on fait ça manuellement. On ne peut pas demander ça dans des fermes qui s'agrandissent, dans des fermes qui s'intensifient. Donc, c'est pour ça que je dis l'objet, il est de généraliser. Donc, pour nous, j'allais dire, on est passé au-delà à la Confédération paysanne de juste des questions de santé, des questions d'environnement, des questions de biodiversité qui sont majeures, qui sont ultra importantes, mais sur lesquelles nous on s'accorde de dire cet enjeu-là est majeur pour les paysans en premier. Il y a encore un article de Stéphane Foucard ce matin dans Le Monde sur le fait que les paysans sont les premiers concernés par notamment la maladie de Parkinson ou cancer de la prostate, dû au contact avec les pesticides. Donc ça c'est une réalité. Mais pour nous, au-delà de ça, c'est une question de survie des paysans. Question de survie, mais de survie économique, j'allais dire. Parce que les pesticides sont pour nous des outils de guerre économique. C'est comme les OGM, comme les engrais azotés, c'est des outils de l'industrialisation qui sont là pour nous mettre dans une guerre commerciale et mondiale, la guerre au toujours plus, la guerre au toujours moins cher, et la guerre où celui qui gagnera les parts des marchés, c'est celui qui sera le mieux capable de s'asseoir, en l'occurrence, sur la performance environnementale et de produire sans en regarder les effets. Donc, pour nous, les paysans sont clairement pris au piège de ce modèle de l'agrobusiness parce que ça a été tracé, guidé depuis des années par les différentes politiques agricoles nationales, européennes ou mondiales qui ont été mises en place. Donc, nous, on rejette ce modèle agricole-là, on rejette ces politiques agricoles comme elles ont été fondées et on recherche à construire autrement, à avoir des politiques agricoles, économiques, commerciales de rupture avec ce modèle-là. De rupture, ça veut dire de rupture avec le néolibéralisme comme il est pensé, qui est pour nous le terreau de ce genre d'excès-là. Donc pour nous, clairement, aujourd'hui, les paysans, ils sont pour beaucoup précarisés dans leur système avec des revenus qui sont en berne. Ils disparaissent pour beaucoup. En 30 ans, on a perdu plus de la moitié des paysans. Et pour le reste, les autres, ils s'agrandissent. Donc tout ça, ça fait que ces différentes actions rendent impossible la transition et l'affranchissement des pesticides. Donc pour nous, pour plus être précarisé et acquérir un revenu stable et juste, il faut différentes choses. Il faut de la régulation des volumes au niveau européen, une maîtrise des volumes pour arriver à avoir un prix pour un certain volume. Il faut arriver à avoir une régulation également des marchés en remettant en cause les accords de libre-échange et la mondialisation comme on la connaît.
Et il faut également retravailler au niveau du territoire européen cette mise en concurrence. Je prends juste un exemple, c'est la filière fruits et légumes, notamment la filière de fruits d'été qui est en France très concurrencée par la production espagnole. Et la production espagnole, à grand coût de pesticides pas forcément autorisés en France, et surtout à grand coût de main-d'œuvre précarisée, voire réduite en esclavage dans les serres espagnoles, arrive à fournir en France une production de fruits qui est largement en dessous de ce qu'on est capable de produire en termes de coûts en France. Et donc, la question, elle est même pas seulement pour les producteurs de fruits d'engager la transition, donc de se passer des pesticides, elle est est-ce que je pourrais continuer à produire demain face à cette concurrence-là? Donc nous, ce qu'on travaille, c'est ce qu'on réclame au niveau européen, c'est de retravailler le projet libéral de l'Europe en instaurant en expérimentation sur les fruits et légumes des prix minimums d'entrée, c'est-à-dire qu'on se calerait sur les coûts de production des pays et qu'on ne pourrait pas importer en dessous de ces coûts de production. Donc il y aurait une élévation par le haut du prix de ces importations, donc au bénéfice des importateurs. Après, ce serait pour nous et pour ces pays-là surtout l'intérêt d'engager une transition, une montée en gamme sociale et environnementale dans ces pays-là. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est le premier enjeu de régulation. Le second, je n'ai peut-être pas trop le développé, je sais que Pierre va en parler après, c'est arrêter cette course à l'agrandissement et cette course à la disparition des paysans qui est mise en place par les politiques publiques, notamment la PAC. La PAC aujourd'hui donne la direction pour avoir des aides, donc un revenu, vu que le revenu est majoritairement fourni par les aides, il faut s'agrandir. À demain, il faut passer à, si vous voulez des subventions de la PAC, donc sécuriser votre revenu, il faut employer, donc il faut que les aides de la PAC passent des hectares aux actifs pour arriver à donner cette direction-là, parce que la transition nécessite du temps, nécessite des bras et surtout des cerveaux paysannes et paysans disponibles pour engager cette réflexion-là. Et donc, ça veut dire aussi installer massivement des paysannes, des paysans. Nous, on a le projet un peu dingue de dire il nous faut 1 million de paysans en France dans les 10 ans qui viennent pour réussir cette transition-là. Parce que sans ce million de paysans, on n'arrivera pas à avoir une transition qui sera effective, qui sera choisie et qui sera pérenne. Donc juste, je vais conclure rapidement. Pour nous, la transition écologique, donc de se passer des pesticides, elle ne peut pas aller sans une justice sociale paysanne. Les deux vont de pair, on ne peut pas travailler l'un sans l'autre. Tu as cité, Antoine, tout à l'heure, l'exemple du recul sur les néonicotinoïdes. Pour nous, c'est vraiment cet exemple-là qui illustre ça. C'est-à-dire que sur la production de betteraves, en même temps qu'on a voulu sortir des néonicotinoïdes, on a dérégulé le marché de la betterave, le marché du sucre. Et c'est pas, pour nous, la question, elle n'est pas de remettre les néonicotinoïdes pour sauver les betteraviers, elle est de remettre de la régulation des volumes, de la maîtrise des marchés pour sauver les betteraviers et rendre pérenne la disparition des néonicotinoïdes. Sans ça, pour nous, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et sinon, on se retrouverait dans quelque chose d'injuste, de non compris socialement, de non applicable, un peu, c'est schématique, mais un peu à la manière de ce qui a allumé la mèche sur la révolte des Gilets jaunes, sur une taxation du gasoil, qui fait que ça peut être mal compris, mal vécu par ceux qui en ont besoin tous les jours et ceux qui sont finalement victimes de ce système-là. Merci. Donc voilà, merci. pour nous à la Confédération paysanne, quelque chose de possible, mais quelque chose qui nécessite un redimensionnement des politiques publiques notamment. Merci beaucoup, Nicolas. Tu as beaucoup insisté sur la question de la justice sociale et de l'emploi. Je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Tu as aussi parlé de la question de la concurrence et de la PAC, et je vois dans les questions de nos participants une question que j'ai envie de poser tout de suite à Pierre Dupraz. Mais juste avant, je remercie Madeleine Charru et Daniel QF d'avoir réussi à nous rejoindre. Je leur demanderai d'intervenir après, mais peut-être Pierre tout de suite. Est-ce que tu peux répondre à cette question que pose
qui nous est posée. Est-ce qu'il y a un lien entre la PAC et l'utilisation des pesticides, et peut-être quelle régulation possible au niveau de la PAC, quels seraient les leviers actionnés, à quoi pourrait ressembler une PAC agroécologique? Pierre, si tu veux répondre là-dessus. Et je donnerai ensuite la parole à Madeleine et à Daniel. Est-ce que je vais partager mon écran? Je vais essayer de vous répondre et de me présenter en même temps. Alors, c'est plus pareil que tout à l'heure. Partager l'écran. Si, c'est bon. Ça doit être bon. Voilà. Voilà, est-ce que vous voyez? Donc, en fait, oui, j'avais 3 messages. Et justement, le premier message, il vise à relativiser la PAC. Je vais revenir à la PAC tout de suite, la politique agricole commune, mais sur les flux de valeur, les flux financiers de l'agriculture et de l'alimentation, la PAC, c'est moins de 5%. Donc c'est pas beaucoup. Et même si pour certaines exploitations agricoles, ils reçoivent plus d'aides qu'elles n'ont de revenus, notamment les exploitations d'élevage allaitant en France, par exemple, en montagne. Néanmoins, il faut voir que le potentiel de la PAC est finalement assez limité. C'est 0,3% en fait du produit intérieur brut européen. Donc, le premier problème des pesticides, c'est que c'est très rentable. Voilà, ça marche. Enfin, c'est quelque chose qui coûte pas cher et qui est très efficace, qui rapporte beaucoup plus que ce que ça ne coûte pour les exploitants agricoles. Et évidemment, pourquoi c'est un problème? Parce que le prix de ces pesticides ne reflète pas leurs dommages ni à la biodiversité ni à la santé. D'ailleurs, parmi les premiers convertis à l'agriculture biologique, il y avait souvent des agriculteurs avec des problèmes de santé liés à l'usage des pesticides. Et aujourd'hui, il y a également des problèmes de santé. Ça a été démontré par l'INSERM et l'INRA, liés chez les riverains de grandes cultures qui utilisent des pesticides. Donc voilà, ça c'était le premier message. Le deuxième message, effectivement, là, on arrive plus près de la PAC et de la politique et des politiques agricoles. En France, à l'issue du Grenelle de l'environnement en 2008, il y a eu un programme qui s'appelait Ecophyto 1. Maintenant, on est dans Ecophyto 2. Le programme Ecophyto 1 souhaitait réduire de 50% les pesticides en France entre 2008 et 2018, enfin en 2018. Dans cette période, en fait, on a augmenté l'usage des pesticides alors qu'on a multiplié par 3 les surfaces en agriculture biologique. On sait pas encore qui n'utilise pas de pesticides de synthèse. On a multiplié par 3, c'est-à-dire qu'on est passé de 2,5 à 7,5% de la surface agricole, donc c'est vrai que ça reste modeste, mais ça démontre qu'on a réussi quelque chose d'étonnant, c'est effectivement d'augmenter le bio, notamment avec des aides, aussi avec les commandes publiques de certaines collectivités pour acheter du bio pour les cantines. On a augmenté les aides au bio. Au niveau européen, les exploitations bio reçoivent plus d'aides par hectare que les exploitations non bio. Alors, il y a différentes raisons pour ça, mais voilà. Donc, on arrive à augmenter le bio, mais néanmoins, sur une surface donc plus petite, on a augmenté aussi l'usage des pesticides. Donc, en fait, il y a une première chose, une première réponse, si on s'inspire de ce qui s'est passé au Danemark, par exemple, c'est que si on veut réduire les pesticides, il ne faut pas aider le bio. Il faut décourager l'usage des pesticides et détruire la rentabilité des pesticides. Et ça, c'est le plus simple pour faire ça. Il y a différentes méthodes, mais le plus simple, c'est de taxer. C'est ce qui a été fait au Danemark. Donc, au Danemark, ils utilisent un indicateur de toxicité des pesticides et ils ont une taxe
très significative et croissante avec la toxicité des pesticides. Et donc, eux, entre 2011 et 2016, ils avaient réduit de 60% les pesticides en tonnage. Hein. Et pourquoi ils ont réussi au Danemark et pas chez nous? Alors, il y a déjà, chez nous, on ne les taxe pas. Alors, il y a une petite redevance qui a été relevée récemment de 0,5 à 4% pour la troisième classe de pesticides les plus toxiques. Mais au Danemark, je crois que la taxe la plus élevée, enfin, pour les pesticides les plus toxiques, est au-delà de 30%. Hein. On pourra revenir sur ces problèmes de taux de taxe. Alors, pourquoi le Danemark a réussi? D'abord parce que c'est un beaucoup plus petit pays que la France, avec des productions moins dépendantes des pesticides, puisqu'ils ont beaucoup de production animale, un peu comme, je dirais, la Bretagne ou même la Franche-Comté. Et évidemment, ayant des productions animales, en fait, ce qui s'est simplement passé, c'est qu'ils ont réduit les pesticides en réduisant les cultures. Et donc, c'est nous qui produisons leur alimentation animale. Vous voyez, il y a un effet de vase communicant. Mais néanmoins, on voit qu'il y a une importance dans le ciblage des politiques. Ce que j'appelle ciblage des politiques, c'est des politiques qui soient bien ciblées sur leur objectif et non pas sur des objectifs annexes, parce que c'est ce qu'on fait la plupart du temps dans la politique agricole. On dit, les agriculteurs, ils ont des problèmes, on les aide. Alors, par exemple, on leur achète des pulvérisateurs qui économisent les pesticides et qui réduisent aussi souvent le coût d'un traitement. Alors, du coup, une fois qu'ils ont le pulvérisateur, avec 30 à 40% d'aide pour acquérir ces pulvérisateurs écologiques, eh bien, ils s'en servent, évidemment. Hein, et dès lors que le prix des produits, lui, n'augmente pas, eh bien, voilà, c'est typiquement le genre de politique qui n'est pas bien ciblée sur son objectif. Alors, le troisième problème, c'est qu'à court, moyen terme, on parlait des 10 années à venir, qui seront les 10 années de la future politique agricole commune, avec les technologies actuelles, enfin les pratiques agricoles et technologies actuelles, quand on réduit les pesticides, on aggrave l'effet climatique de l'agriculture. Hein. C'est connu pour le bio. Hein, le bio, par kilo de produit, en fait, émet davantage de gaz à effet de serre que le conventionnel, sauf peut-être en élevage allaitant, justement. mais sinon, pour les productions porcines, les productions céréalières, etc., on a des baisses de rendement qui sont plus importantes que les baisses d'émissions quand on est en bio ou quand on réduit les pesticides. Et donc, est-ce que c'est possible d'expliquer un peu le mécanisme, parce que je pense que c'est un peu contre-intuitif. Quand on est en bio, on émet plus de gaz à effet de serre que quand on est en conventionnel. Oui, parce que par kilo de produit, ce qui fait que par hectare, on émet moins, parce que en général, si je prends des cultures, par exemple, les émissions, ce sont des émissions du sol qui dépendent fortement de la fertilisation. En s'interdisant la fertilisation minérale, enfin de synthèse, les bio, en général, fertilisent moins. Et d'autant que pour eux, la fertilisation azotée est plus chère parce qu'ils doivent trouver du fumier, etc. Et c'est plus coûteux que d'utiliser des fertilisants minéraux. Donc les sols bio, en général, émettent un peu moins que les sols conventionnels. Voilà. Mais le problème, c'est que les rendements sont en général encore plus bas que cette baisse de la fertilisation. Hein, notamment parce que les pesticides ont un effet sur les rendements qui est très significatif, quoi. Et donc si on produit moins avec le bio, ça veut dire que pour une même consommation alimentaire, il va falloir produire ailleurs. Donc trouver des terres ailleurs. Voilà. Donc je peux d'ailleurs vous montrer rapidement. Voilà, je vous cite ici 2 études récentes. Hein. La première, elle a été faite dans notre laboratoire, là, Structures et marchés agricoles, ressources et territoires.
en simulant donc une baisse des pesticides en France. Alors même pas de 50%, hein, comme c'était l'objectif, mais de 37%. En fait, ce qui se passe, c'est que sans changement, comme ça a été évoqué par Nicolas, sans changement des règles de commerce et sans changement des comportements de consommation, en fait, on exporte moins. Voilà, donc on oblige les gens chez qui on exporte à produire plus ou à importer d'ailleurs, et on importe davantage de produits alimentaires. Et comme on est très efficace en Europe et en France, et bien en France notamment, ce qui se passe, c'est qu'on va être obligé de conquérir d'autres terres. Donc le modèle de mes collègues là montre que rien qu'avec les changements d'utilisation de sol, baisser de 30% les pesticides en France, ça augmente de 9 millions de tonnes d'équivalent CO2 les émissions agricoles françaises. Hein, donc, c'est 10% à peu près des émissions actuelles. Il y a eu une autre simulation qui a été faite avec un modèle un peu moins sophistiqué, mais qui donne exactement les mêmes résultats. C'était de convertir, le scénario était de convertir l'Angleterre et le Pays de Galles, je suppose qu'ils n'ont pas fait l'Écosse parce qu'ils n'avaient pas les données, mais en agriculture biologique à 100%, donc élimination des pesticides de synthèse. Et effectivement, comme je vous le disais, il y a bien une réduction des émissions de gaz à effet de serre au Pays de Galles et en Angleterre, mais une augmentation des émissions de gaz à effet de serre globalement pour remplacer cette baisse de production dans les îles britanniques. Donc voilà, je voulais insister sur ce challenge parce que j'avais appelé ça l'équation impossible du Green Deal. Comment on peut faire, du coup, si on veut à la fois sortir des pesticides, mais ne pas aggraver notre bilan carbone? Donc, ça, c'est une question voilà. Merci beaucoup d'avoir posé l'équation, cette équation assez compliquée. J'ai envie de demander à Madeleine Charrue un peu comment on peut la résoudre, cette équation. Quelle serait une agriculture pro-pesticides? Donc, Pierre Dupraz nous a dit c'est moins productif, ça émet plus en termes à production équivalente. Quelles sont les conditions du coup pour en sortir? Je rappelle, Madeleine, donc, que tu es chargée de mission à Solagro après avoir longtemps assuré la direction de cette entreprise associative. Tu es co-auteur du scénario de transition agricole et alimentaire After 2050 qui nous rappelle justement que la sortie des pesticides, cela passe aussi par un changement de nos habitudes alimentaires. Madeleine, oui. On ne t'entend pas. Je pense que ton micro est désactivé. Voilà. C'est mieux comme ça? Beaucoup. Et est-ce que vous voyez le partage d'écran? Oui. Vous m'entendez? Oui. Ok. Je peux partager mon écran? Voilà. Donc, bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Donc, je travaille à Solagro. Solagro, c'est une entreprise associative qui essaie de penser et d'accompagner les transitions énergétiques, agricoles et alimentaires. Alors, avec une vision très systémique et puis une approche plutôt pragmatique sur le terrain. Et je voudrais insister sur 3 points, parce que, bon, oui, à Solagro, on croit que sortir des pesticides, c'est possible, mais à quelques conditions. La première, c'est de changer vraiment de modèle et de système de production. Parce que si on arrête d'utiliser les pesticides dans le modèle agricole qui domine aujourd'hui, on court effectivement à la catastrophe et c'est une des raisons c'est pas la seule, mais une des raisons de l'échec du programme Ecophyto. Le modèle actuel, particulièrement en grande culture, hein, où on a la plus grosse utilisation, enfin, les plus gros volumes de pesticides utilisés, le modèle est basé sur un recours massif aux intrants chimiques, fertilisants, insecticides, fongicides, herbicides.
Et on a peu à peu exclu du champ d'action, enfin, et du champ tout court, tous les éléments naturels étrangers à la production, les arbres, les haies, les herbes, mauvaises ou bonnes, les insectes, les oiseaux. Et pour sortir des pesticides ou en réduire fortement la consommation, il faut reconcevoir des systèmes de production avec beaucoup de diversité et de biodiversité. Un des leviers majeurs, c'est la réintroduction de diversité végétale dans le système, que ce soit dans la parcelle avec des cultures associées, des couverts végétaux, une plus grande diversité génétique et d'espèces, mais aussi autour de la parcelle avec ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques qui sont des bandes enherbées, des bandes fleuries, des haies, des prairies. Et puis même, on pourrait dire à l'échelle du territoire, où il faut rechercher une mosaïque de cultures diversifiées qui seule permettra de mettre en place des fonctions écologiques de régulation naturelle des bioagresseurs. Alors, les pratiques pourront évoluer vers une réduction des intrants chimiques, y compris d'ailleurs les fertilisants qui peuvent inutilement rendre les plantes plus appétantes pour les ravageurs. Mais il faut du temps pour rétablir les équilibres. On parle de 10 ans pour restaurer la vie d'un sol et puis pour que la flore et la faune se réorganisent globalement. Alors, je vous ai mis sur les slides deux liens. Un lien vers la plateforme OSAE, Oser l'agroécologie, où des agriculteurs qui sont dans ces systèmes plus vertueux et performants les présentent de façon détaillée. On voit pas les slides, mais écoute, c'est pas grave, tu vas faire 100. Ah, vous les voyez pas? Oui, non, mais c'est pas grave, tu vas faire, voilà. Alors, dommage. Est-ce que j'ai... Mais ça va nous faire perdre du temps, peut-être. Tu peux peut-être... Voilà. Est-ce que c'est bon, là? Oui. Ah, parfait. Là, vous voyez? Non. Non? Là, oui? Oui. Bon, alors je laisse comme ça, tant pis. Donc, j'ai partagé deux liens. Donc, le premier de la plateforme Osae, où on voit des agriculteurs présentent leur système de façon assez détaillée pour à la fois partager leur retour d'expérience, échanger sur les bonnes pratiques et les difficultés, et puis apporter des éléments à ceux qui auraient envie de franchir le pas. Et je vous invite à aller voir, alors pas tout de suite, mais même pour les non-spécialistes, c'est une visite plutôt réconfortante que ces femmes et ces hommes qui sont vraiment engagés concrètement dans le changement. Et puis, autre lien que je ne résiste pas à vous présenter, c'est RBA pour Habitat à entretenir pour la régulation biologique dans les exploitations agricoles. Et c'est un des outils indispensables pour accompagner les transitions. Alors, si vous êtes agriculteur, vous pourrez aller identifier ce qu'il faut mettre en place pour lutter contre un puceron particulier dans votre zone géographique. Mais on peut aussi y aller juste pour en savoir plus sur le cycle des coccinelles ou l'activité nocturne des carabes. Donc ça, c'est la première condition, changer vraiment de paradigme et de système de production. La deuxième, elle a été introduite donc par Christian Dupraz, Pierre Dupraz, pardon, c'est de changer notre modèle de consommation alimentaire. En effet, on l'a déjà dit, en bio ou avec moins de recours à la chimie, les rendements sont moindres. Et il faut réserver des surfaces à l'entretien des facteurs de production biologique, l'habitat pour les prédateurs, il faut de la place pour produire des légumineuses pour la fertilisation. Alors, comme il n'est pas question d'augmenter notre empreinte et d'aller chercher ailleurs ce qui serait souvent produit dans des conditions sociales et écologiques peu recommandables, il convient de voir comment on peut s'organiser pour satisfaire nos besoins. La question, c'est est-ce qu'il est possible de lutter contre le changement climatique, de restaurer les écosystèmes et de nourrir tout le monde, voire même de produire un peu de matériaux et d'énergie pour se substituer aux fossiles qu'il faut définitivement laisser sous terre. Alors, c'est ce qu'on a regardé à Solagro il y a quelques années.
et qui nous a conduit à la construction du scénario After 2050 et qui montre que, ben oui, c'est possible. Il est physiquement possible, on va dire, à l'échelle de la France, de produire proprement, de quoi bien, voire mieux, nourrir la population et quelques voisins du pourtour méditerranéen, de diviser par 2 à 3 les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'engrais et de produits phyto, la consommation d'eau en été, et le tout sans rupture technologique ni pari, simplement en généralisant les meilleures pratiques et les techniques connues. Mais ça marche à une condition, c'est de porter attention à notre consommation pour l'ajuster à nos besoins. Alors on peut commencer par réduire nos surconsommations. On consomme 70% de protéines en trop, en moyenne, dans la consommation des Français. Réduire le gaspillage, 200 kg par personne et par an. Tout ce qui n'est pas gaspillé n'est pas à produire. Et surtout, réduire la part de produits animaux, viande et lait, au profit de protéines végétales que l'on trouve dans les céréales, les légumineuses. La proposition, c'est de passer à 2 tiers de protéines végétales pour 1 tiers de protéines animales, c'est-à-dire exactement l'inverse d'aujourd'hui. Les nutritionnistes et les médecins approuvent, et on a pu observer que le régime proposé, qui est un régime proche du régime méditerranéen, est à peu près celui de la cohorte de mangeurs bio de la grande enquête Nutrinet Santé, et il se porte bien, plutôt mieux que les autres, même avec moins de prévalence de surpoids et d'obésité par exemple. Mais pourquoi ce focus sur les produits animaux? Ben, simplement, vous l'avez sur le graphique en dessous, parce que l'élevage occupe 80% des surfaces utiles. Alors, sous forme de prairies, qui n'ont pas vocation à faire autre chose qu'à accueillir de l'élevage, mais aussi de terres arables pour produire des cultures fourragères, des céréales et des oléoprotéagineux destinés aux animaux, des cultures d'exportation dont des céréales d'exportation dont une bonne partie est destinée à nourrir les animaux de nos voisins européens. Ça, c'est juste la part de céréales qu'on utilise pour se nourrir. Et puis, vous avez les vignes et autres usages. Donc, toute cette partie-là, c'est utilisé pour nourrir les animaux. Alors, il est assez, du coup, facile de comprendre que si on ajuste l'élevage à nos besoins en protéines animales, eh ben, on va libérer de la place et ça permet, du coup, de produire autrement et de produire assez. La production de viande n'est pas une activité efficace. Il faut de 3 à 10 kg de produits végétaux pour produire 1 kg de viande. Alors, donc bonne nouvelle, le premier Nicolas Giraud nous l'avait dit, on sait que c'est techniquement et physiquement possible, mais enfin pas dans n'importe quelle condition. Mais c'est pas parce que c'est possible que c'est gagné, vous l'avez déjà largement dit. Je veux juste, moi, insister sur le fait que, effectivement, on est face à des systèmes techniques, économiques et financiers très intégrés et qu'il n'est pas facile de faire bouger, et que seule une mobilisation conjointe de l'ensemble des acteurs peut permettre de l'évolution souhaitable. Et je crois que c'est très important parce que je crois que sortir des pesticides, c'est pas un problème d'agriculteurs. C'est vraiment un problème de l'ensemble de la chaîne. Alors, bon, j'ai très vite, parce que je pense qu'on y reviendra dans le débat, les consommateurs qui ont la possibilité de voter 3 fois par jour pour la planète et pour leur santé. Les collectivités qui ont à gérer la qualité de l'eau, et on l'a déjà dit, les repas des cantines, mais aussi l'agroalimentaire, la distribution, qui peuvent faire évoluer leur cahier des charges. On a vu que quand Auchan dit qu'il ne vendra plus d'œufs d'un certain type d'élevage, ça s'organise dans les poulaillers. Bon, évidemment, et ça a déjà été largement dit, les institutions et les financeurs qui
qui peuvent mettre un minimum de conditionnalité aux aides ou financements alloués, et ils sont nombreux, parfois cachés. Il y a eu des travaux très intéressants là, menés par le BASIC et FNH sur ces questions qui seront prochainement publiés. Et puis surtout, inclure dans leur réflexion budgétaire l'ensemble des coûts générés, ce qu'on a déjà dit, hein, puisque les coûts de santé, de maintien de la qualité de l'eau, de qualité de l'air sont énormes. Et si on met les choses en balance, on regarde les choses un petit peu différemment. Merci beaucoup, Madeleine. Je pense que c'est bien de remettre en perspective et de pas, effectivement, c'est pas que un problème d'agriculteurs, c'est aussi le problème de l'ensemble de la société. Je vois, et c'est un des participants nous pose la question comment travailler en commun, consommateurs et paysans, un travail en commun n'est-il pas nécessaire? Et j'aimerais bien que Daniel QF réagisse là-dessus, parce que lui, il est parti pas du côté des agriculteurs, mais du côté citoyen, en lançant ce mouvement d'arrêtés municipaux contre l'usage des pesticides, qui a fait beaucoup de bruit et qui a fait tache d'huile en France, et qui en même temps n'oppose pas la santé des citoyens et leurs préoccupations par rapport à leur environnement, mais essaie de poser la question dans la relation avec les agriculteurs. Il a intitulé son livre dans lequel il raconte son combat sur les arrêtés anti-pesticides, et il l'a intitulé Paysans, on vous aime, défendez-vous, défendez-nous contre les pesticides de synthèse. Alors Daniel, quel est un peu le bilan déjà de cette action, et comment travailler ensemble, paysans et consommateurs? Merci beaucoup pour votre invitation. Si vous voulez, j'ai été élu en 1999, donc maire de la petite commune de Langouette, et qui est très rurale. C'est dans cette commune que la Chambre d'agriculture, en 1964, a fait le premier remembrement assez radical, puisque 100% des bocagères ont été abattues. Et le président de la FNSEA, Jean-Michel Lemétayer, qui malheureusement est décédé brutalement il y a quelques années, avait ses terres sur ma commune. Donc, c'est pas un village, je dirais, qui a l'habitude de parler d'écologie du tout. Mais en 99, je propose au conseil municipal de s'engager sur cette question de développement durable, qui était une question extrêmement étrangère au langage politique local. On parlait de cadre de vie, et encore le cadre de vie, c'était surtout le fleurissement du village. Et donc, on s'engage dans des choses très concrètes, une cantine 100% bio, la première de France, de 19 ans déjà. On construit du logement social très écologique. On se passe des désherbants pour l'usage, l'entretien des espaces verts communaux, cimetières compris, terrains de foot compris. On construit une école de haute qualité environnementale. On produit 100% de notre électricité par panneaux photovoltaïques. Enfin bref, donc c'est un village qui est qualifié, voilà, comme étant dans la transition écologique. On est souvent cité, beaucoup d'articles de presse pour dire ce village 100% écolo, etc. Sauf que moi, je m'aperçois personnellement dans ma vie personnelle qu'il y a 25-30 ans de ça, quand j'étais avec mes enfants dans le jardin, on allait à la chasse aux papillons, on se méfiait des guêpes et des abeilles parce qu'il ne fallait pas être piqué, on redoutait les moustiques, etc. Et là, avec mes petites filles, eh ben, quand on voit un papillon, c'est presque un événement. Quand on n'a plus de moustiques, les abeilles, eh ben, on disparaissent, et on se pose la question quand même de l'évolution et des pesticides. Donc, en 2016, je prends d'ailleurs un arrêté d'interdiction des pesticides tueurs d'abeilles dans un rayon de 3,5 km des ruches. Bon. Et puis, surtout, il y a 3 ans, un événement, enfin, une prise de conscience absolument violente, hein, y compris dans le village, où les maladies professionnelles des agriculteurs sont reconnues par la mutualité sociale agricole comme étant liées aux pesticides de synthèse, sont les mêmes maladies que les riverains. Alors là, je me retrouve devant une grande difficulté entre des habitants très sensibles, militant beaucoup pour les coquelicots, etc., qui me disent: Monsieur le maire, vous avez pris un arrêté d'interdiction des pesticides tueurs d'abeilles, vous pourriez peut-être faire quelque chose
pour les pesticides de synthèse, et notamment le glyphosate, parce qu'on vient faire nos analyses d'urine et on a des taux énormes. Et comme on mange bio à la maison et à l'école, ça ne peut venir que de l'air que l'on respire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? De l'autre côté, je vais voir les agriculteurs que je connais bien, évidemment. Ils ont joué avec mes enfants, je les ai mariés, j'ai enterré parfois malheureusement leurs grands-parents. Certains sont passés en bio, d'ailleurs, avec de grandes réussites économiques, mais d'autres se sont lancés dans la course au volume, qui a bien été expliqué tout à l'heure, et me disent, bon, on a acheté des pulvérisateurs dernier cri, on a fait des investissements, on a augmenté notre cheptel, on a été formé au bon usage des pesticides, il n'est pas question que l'on renonce à ça. Donc, je crée un arrêté, une distance d'éloignement des pesticides à 150 mètres des maisons, mais je propose aux agriculteurs de dire, voilà, nous prendrons en charge, et je le fais officiellement devant la députée de la circonscription, nous prendrons en charge les baisses, enfin les surcoûts que vous pourriez avoir, notamment des herbages mécaniques, baisse de rendement, enfin, nous le prenons d'emblée. Et je prends un arrêté le 18 mai, époque où à peu près l'ensemble des épandages sont à peu près finis, pas totalement finis, mais à peu près finis, les épandages de pesticides. Donc ça permettait d'avoir une année, si vous voulez, pour chercher ensemble des solutions. Mais j'ai fait une erreur très considérable. C'est que j'ai fait appel à des juristes de haut niveau qui ont rédigé un arrêté d'éloignement des pesticides de synthèse, très bordé sur le plan juridique, et qui a engagé immédiatement une action de Madame la préfète de la République et de la FNSEA, qui ont exigé de Madame la préfète de la République de retirer cet arrêté parce qu'il y avait un risque de jurisprudence évident. Et donc, la préfète ne vient pas me voir, mais au lieu de venir me voir en disant, bon, je comprends la problématique que vous avez, voilà, vous êtes reconnu comme un village écolo, on a besoin de vous, etc. On vient d'ailleurs souvent vous voir, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose? Non, elle envoie un communiqué au journal Ouest France en disant, si le maire de Langouette ne retire pas son arrêté immédiatement, je le traîne au tribunal administratif. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un événement considérable médiatique. Des centaines, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de messages me sont arrivés. Toute la presse est venue. Plantu a fait 2 dessins dans Le Monde pour me soutenir. Charlie Hebdo est venu. Alternative économique aussi en a parlé. Enfin, tout le monde. Et ça a fait une sorte de tourbillon. Et dans ce tourbillon, je me suis rendu compte que la profession agricole, que je connaissais bien, se braquait énormément. C'est-à-dire qu'elle était incitée à la fois par la FNSEA, mais aussi par le gouvernement, à conclure que l'arrêté que j'avais pris, et à la suite 113 autres communes, était un arrêté qui était fait contre les agriculteurs, qui était donc qui relevait de l'agribashing, qui relevait presque d'un délit. Et que pour le coup, ces agriculteurs se sont vraiment sentis menacés, se sont sentis montrés du doigt, se sont sentis humiliés et ont énormément réagi contre mon arrêté. Ils ont vraiment, avec beaucoup d'acharnement, beaucoup de virulence, beaucoup de menaces, etc. Mais j'ai vu que là, on touchait, alors que j'avais pu faire de l'écologie concrète pendant 21 ans, là, j'avais touché quelque chose, des intérêts, je dirais, tout à fait importants. Et je me suis rendu compte que ces intérêts touchaient essentiellement les coopératives agricoles qui vendent les pesticides aux agriculteurs et qui conseillent même aux agriculteurs le type de pesticides à mettre sur les champs. Donc des intérêts économiques très considérables. Et pour le coup, cet arrêté n'a pas peut-être participé à sensibiliser l'opinion publique sur la question des pesticides et des dangers des pesticides. Nous démontrons avec nos avocats au Conseil d'État en particulier que les pesticides de synthèse ont été mis sur le marché sans étude préalable sur les conséquences pour les riverains en particulier. Donc c'est quand même quelque chose de très étonnant de voir que sur un bidon de pesticides, je pense par exemple au bidon de fongicides pour le colza, c'est marqué produit extrêmement dangereux, éviter
éviter de contact pour les femmes enceintes, danger pour le fœtus, etc. Et il y a marqué également dans ce bidon de pesticides durée de rentrée. Et durée de rentrée pour les agriculteurs, ça veut dire durée pendant laquelle vous ne devez plus revenir, on vous invite à ne plus revenir dans le champ en raison des dangers des pesticides. Et donc, sauf à nous faire croire que ce nuage de pesticides qui arrive après la pulvérisation, après que les gouttelettes soient tombées sur le sol ou sur la plante, que ce nuage de pesticides resterait en lévitation sur le champ et n'irait pas à droite, à gauche, dans les communes d'à côté, dans le voisinage, etc. Donc, on nous refait le coup de Tchernobyl en permanence. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que l'ANSES ait pu mettre sur le marché des produits aussi nocifs sans étudier les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Donc, on est dans un problème démocratique, je pense, aujourd'hui. On est plus dans un problème démocratique avec deux axes, à mon avis, importants. Le premier, c'est de dire aux paysans, on vous aime, c'est pas du tout vous qu'on a attaqué. On n'a d'ailleurs jamais attaqué un agriculteur, les arrêtés des autres maires non plus. D'ailleurs, il y a des communes comme la commune de Sceaux, par exemple, Gennevilliers, Malakoff, Nanterre, ont pris des arrêtés d'interdiction des pesticides, alors qu'ils n'ont pas d'agriculture. C'était à la fois pour soutenir les communes rurales, mais c'était aussi parce qu'il y avait l'usage des pesticides dans les copropriétés en particulier, et que donc les copropriétés, bailleurs sociaux, etc., utilisent abondamment les pesticides pour l'entretien des jardins publics, des jeux pour enfants, etc. Et puis il y a aussi la SNCF, où le ferroviaire, donc les voies traversent les agglomérations, et il y a beaucoup d'usage de glyphosate notamment. Donc on voulait bien dire que, avec tous ces arrêtés, que nous attaquions les produits et nous attaquions les conséquences de mise sur le marché de ces produits et non pas les agriculteurs. Quand Irène a attaqué le Mediator, qui est une Brestoise. Décidément, les Bretons font fort, mais elle a bien attaqué les laboratoires Servier. Elle n'a pas attaqué les pharmaciens. Donc, on est dans cette difficulté aujourd'hui de convaincre les agriculteurs que vraiment, ça n'est pas du tout contre eux que l'on en a, mais bien contre l'usage de ces produits. Merci beaucoup, Daniel QF. On a bien compris que dans toute votre action, il ne s'agit effectivement pas d'attaquer les producteurs, mais les produits. La question qu'on a envie de se poser, et que je vois qui est posée aussi dans la liste des questions, c'est comment on accompagne les producteurs pour sortir de ce système. Est-ce que, et notamment, il y a une question sur les aides à l'hectare qu'il faudrait peut-être réformer, qui entretiennent ce système-là. Est-ce que peut-être Pierre Dupraz ou Nicolas Giraud, vous voulez intervenir sur cette question pour répondre un peu au problème que pose Daniel? Oui, je veux bien commencer. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer une autre diapo, mais n'abusons pas trop des diapos. Ah, d'accord. Mais si vous la voyez, non, c'est un travail justement avant le pacte vert, mais qui est toujours d'actualité, qui a été publié par France Stratégie, qui est le service un peu prospectif du Premier ministre en France. Donc, justement, pour essayer de faire des propositions et d'avoir une politique agricole qui donne les bonnes incitations aux agriculteurs. Il faut bien comprendre que les agriculteurs font, la plupart d'entre eux, le mieux possible leur métier. Ils doivent aussi en tirer leurs revenus et construire leur carrière. Et toute la difficulté, c'est d'orienter leurs investissements. Or, comment orientent-ils leurs investissements? Eh bien, en fonction des prix qu'ils observent et des prix qu'ils imaginent. Et toute la difficulté, c'est pour comment dire, soutenir les innovations dont Madeleine parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de reconstruire un paysage agricole qui permette de se passer des pesticides. Eh bien, il faut diversifier, il faut mélanger les variétés, mélanger
espèces cultivées. Il faut effectivement rebâtir des infrastructures écologiques. Hein. On pense qu'il ne faut pas, par exemple, qu'un îlot en monoculture, avec une même culture dépasse 4 hectares. On le dépasse bien souvent plus que ça. Dans les cultures pérennes, c'est très difficile de réduire les pesticides en vigne, par exemple. Donc là, c'est pareil, il faut planter d'autres arbres, avoir d'autres techniques. Donc tout ça demande plus de travail. Et donc, ce qu'on avait proposé et qu'on propose grosso modo également dans le rapport dont Antoine parlait pour le Parlement européen, c'est effectivement de changer ces incitations, donc de décourager l'usage des pesticides, des antibiotiques, mais aussi des engrais minéraux. Hein. Alors, voilà, dans le travail de France Stratégie, là, ce sont des taxes, hein, ce qui est différent pour le Parlement européen parce qu'on s'est placé dans le cadre de la politique agricole, mais où les taxes ne sont pas prévues. Hein, donc, c'est pas la politique agricole qui va taxer. Donc là, on prend des taxes et l'idée, c'est que ces taxes sur ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on veut réduire, en tout cas, eh bien, on les utilise pour favoriser ce qu'on souhaite. Hein. Et pour favoriser ce qu'on souhaite, eh bien, il y a les prairies naturelles, hein, les prairies permanentes, la diversification des cultures dont je parlais, la protection notamment des zones humides, hein, ce qui est très importante. Et il faut aussi prévoir des moyens pour l'inventaire de ces zones humides, puisqu'elles ne sont pas toutes bien inventoriées aujourd'hui. Et on a la question que Nicolas avait soulevée au début de son exposé, c'est en gros, il faut plus d'intelligence, mais il faut aussi plus de temps de travail dans les champs, dans les prés, pour réaliser ça. Est-ce que c'est la PAC qui cause le fait, la course à l'agrandissement? C'est difficile à dire parce qu'on observe cet agrandissement dans des pays qui n'ont pas l'équivalent de la politique agricole commune. Donc, il y a quelque chose aussi qui est indépendant de la politique là-dedans, c'est notamment ce que je disais sur la capacité de la mécanisation, sur la capacité de la mécanisation, de la motorisation et des pesticides à économiser du travail. Et comme les gens préfèrent finalement travailler moins et un travail moins fatigant, évidemment, ça, ce sont les moteurs principaux de l'agrandissement. Ce qu'il y a, c'est que la PAC accompagne cela avec des aides, des soutiens en revenus qui sont payés à l'hectare. Donc la PAC ne décourage pas cette course à l'agrandissement. Et donc ce qu'on proposait, nous, c'est qu'au moins la politique n'aille pas dans le sens des incitations et des innovations actuelles. Et que ce soutien en revenus, d'ailleurs si c'est un soutien en revenus, il vaut mieux qu'il soit calibré sur le nombre de travailleurs que sur les hectares. Voilà. Donc voilà, c'était un peu les deux fonctions, les deux idées de cette proposition hein, qui a été publiée en fin 2019. C'est ce qui a guidé aussi nos propositions pour une nouvelle PAC au Parlement européen. C'est vraiment que la politique n'accompagne pas l'agrandissement, hein, parce que ce qu'elle fait actuellement, d'une part, et d'autre part, de décourager ce qu'on ne veut pas, tout en encourageant ce qu'on souhaite. Voilà. Donc, on résout en même temps. Comme je disais, la PAC, ça paraît important. Bon, c'est encore 30% du budget européen. Ça paraît important, mais vis-à-vis en termes d'incitation, comme elle a tendance à aider tout et son contraire, finalement, on ne voit pas d'effet très significatif, on ne voit pas une direction très significative. Le Green Deal, aujourd'hui, donne cette direction. Et, enfin, le Green Deal, c'est le pacte vert européen, hein, pardon. Le pacte vert européen donne cette direction. Donc, on peut faire beaucoup mieux avec la PAC, notamment simplement en s'inspirant du bon sens et puis des enseignements en économie publique. Et puis, d'autre part, ça sera insuffisant. Il faut également une politique alimentaire. Voilà. Merci beaucoup, Pierre.
il faut une politique alimentaire. Ça, j'aimerais bien que Madeleine réagisse. Est-ce qu'elle envoie les signes? Est-ce que il faut décourager? Pierre, tu as dit il faut encourager ce qui est bon et décourager ce qui est nocif. Et du côté de la production et du côté de l'alimentation. Question à Madeleine, mais je voudrais que tu répondes très rapidement, Madeleine. Est-ce que tu vois des signes encourageants de l'évolution vers une politique alimentaire? Et Nicolas, est-ce que tu vois des signes encourageants d'une évolution vers justement le découragement des aides nocives et est-ce que le débat public évolue? Madeleine, très rapidement, et Nicolas, très rapidement. On pourrait dire qu'il y a un signe encourageant, au moins au niveau européen, puisque dans le pacte vert européen, la politique agricole s'appelle Farm to Fork. Donc en français on dit de la fourche à la fourchette. Donc en tout cas on s'occupe on commence à s'occuper, c'est plus seulement une politique agricole, mais on parle de l'assiette, sauf que quand on regarde bien ce qu'il y a dans le Green Deal, pour le moment il n'y a rien sur l'assiette. Donc on a le titre, mais on n'a pas encore le contenu. Et puis au niveau national, c'était la grande et bonne idée des États généraux de l'alimentation, qui s'appelait États généraux de l'alimentation, qui ne s'appelait pas États généraux de l'agriculture. Mais là aussi, on a finalement assez peu parlé d'alimentation. Donc ça commence à être dans les esprits qu'il faut lier les deux, mais en termes on n'a pas une politique agricole et alimentaire aujourd'hui qui soit une politique. Nicolas. Et puis Daniel aussi, vous pourriez aussi, de votre point de vue d'anciens élus, vous représentez un peu le côté les citoyens ici, nous dire aussi comment vous voyez l'évolution du débat politique sur ces sujets. Alors peut-être d'abord Nicolas sur les aides, est-ce qu'il y a un débat politique qui s'installe et on peut espérer que quelque chose évolue, au contraire on s'enferme dans la reproduction du passé? Le débat politique évolue guère, malgré ce qu'a développé Pierre et puis ce qu'a pu sortir France Stratégie, auquel on a globalement adhéré pour répartir les aides autrement et puis pour poser schématiquement le problème de l'agriculture autrement. Aujourd'hui, ce qu'il y a dans les tuyaux de la réforme de la PAC, c'est juste un petit coup de peinture sur la réforme précédente qui avait libéralisé massivement la politique agricole pour aller dans le sens de la mondialisation des échanges, aller dans le champ, toujours dans la direction de plus d'échanges, de maximiser la concurrence, etc. Donc aujourd'hui, des aides à l'actif, ce sera pas globalement ça. On sera toujours sur des aides à l'hectare. On a quelques leviers qui évoluent sur des régimes un peu plus verts de paiement de la PAC, mais qui seront sûrement, comme c'est dessiné actuellement, très peu contraignants. Donc tant qu'on n'arrivera pas à manier un peu plus intelligemment le bâton et la carotte, on se rend compte que ça avancera guère. Et juste, moi, j'avais une remarque sur ce que disait Pierre. Il me semble qu'il manque une chose dans ce que tu as pu dire et dans ce que vous avez développé dans France Stratégie. Si on veut auparavant protéger les paysans et leur permettre d'avancer sur cette transition, il y a de fait les aides à l'actif, il y a de fait une taxation. Bon, encore faut-il qu'elle ne soit pas seulement subie par les paysans, mais qu'elle soit aussi dispersée sur les utilisateurs, mais aussi les entreprises qui vendent les pesticides, que ce soit pas toujours encore une taxation supplémentaire uniquement sur les utilisateurs. Et ce qui manque pour moi, c'est de la régulation des volumes et des marchés pour arriver à sortir de schéma libéral. Tant qu'on sera dans une vision libérale de l'Europe, libérale des échanges, libérale de la production, on va livrer les paysans à ce marché-là.
et on aura beau leur demander de changer les pratiques, si on ne change pas le modèle économique, ils seront toujours pieds et poings liés, quoi. Donc, moi, il me semble qu'il manquait ça sur ces travaux-là. Daniel, de votre point de vue sur l'évolution du débat politique. Je crois qu'il y a un problème démocratique. Regardez Nicolas Hulot, troisième du gouvernement, qui refuse de signer la loi alimentation, par exemple, qui refuse d'aller à la conférence, parce que entre le moment où le ministère de l'écologie propose des choses et que ça arrive en arbitrage, le ministère de l'Agriculture intervient systématiquement. Et à l'intérieur du ministère de l'Agriculture, on sait très bien, c'est le principe de la cogestion depuis 1947 entre le syndicat majoritaire et le ministère de l'Agriculture, qui co-gère, on va dire, la politique agricole. Donc aujourd'hui, la FNSEA gère et co-gère la politique agricole de la France. Et on voit bien les messages contradictoires. Le président de la République indique dans sa campagne électorale qu'en 2021, il n'y aura plus de pesticides. Et on recule sans cesse. On réintègre les néonicotinoïdes, etc. Et donc, pour ce qui est et tout ça, ce sont des pressions des syndicats majoritaires qui regardent les pesticides avant de regarder les solutions pour les filières notamment. Et c'est un problème démocratique très important. C'est-à-dire que qui décide en définitive de ce qui se passe? Quel est le débat national qu'il y a autour de ces questions? Aucune. Et donc, il y a vraiment un très fort chose à faire. Regardez comment sont mis sur le marché des pesticides de synthèse. Moi, je ne le savais pas vraiment avant de prendre mon arrêté, mais enfin, quand je découvre que les pesticides de synthèse sont mis sur le marché sur la base d'un bordereau CERFA déclaratif des producteurs eux-mêmes de pesticides, si vous voulez, et qu'il n'y a rien, personne qui vient voir si ces produits sont ou non dangereux. D'ailleurs, notre combat a permis de retirer 36 produits à base de glyphosate, 36 produits qui avaient été mis sur le marché quand même par les mêmes, c'est-à-dire le même organisme, en fait, l'ANSES. S'il y a quelque chose qui ne va pas, quand vous avez le professeur Yorgos de l'université de Versailles, c'est un sociologue qui enseigne à ses étudiants toute la littérature qui est produite depuis l'origine des pesticides jusqu'à nos jours, la littérature scientifique. Toutes les études scientifiques mettent en évidence les dangers énormes des pesticides de synthèse sur la santé publique et sur la biodiversité. Comment ça se fait que ça puisse encore exister? Donc c'est un problème démocratique, et je finirai en disant un exemple, parce que le fait de poser des questions sur le modèle agricole est considéré aujourd'hui comme un délit. Et je vais vous raconter l'anecdote de Madame la préfète de la République qui, interrogée par Ouest France, France 3 Bretagne, etc., France Bleu Armorique, lors d'une visite, en fait, d'une inauguration préfectorale, les journalistes lui demandent, mais enfin, Madame la préfète, c'est quand même dommage d'empêcher le maire pourquoi voulez-vous l'empêcher de protéger sa population, etc. Et elle répond, je ne peux pas permettre à ce maire de prendre un tel arrêté, parce que la semaine suivante, rien ne l'empêcherait de prendre un arrêté de port d'interdiction de la moustache dans sa commune. Vous voyez, porter une question sur le modèle agricole est considéré par les services de l'État comme une atteinte à la liberté. Et ça, je pense qu'il y a un enjeu démocratique énorme actuellement. Merci beaucoup, Daniel. Je suis complètement d'accord avec cette question. Malheureusement, il nous reste très peu de temps, une dizaine de minutes. J'aimerais bien qu'on regarde le petit sondage qu'on vous a proposé, savoir s'il y a eu des réponses, des réactions, et puis vous faire réagir sur ce résultat de ce sondage. Est-ce que Anne, donc Anne qui est à la technique et qui est notre ange gardien dans cette table ronde, tu peux nous donner les résultats du sondage? Moi, personnellement, je n'y ai pas accès depuis mon écran. Bonjour à tous. Bonjour Anne, alors, premier sondage. Introduire une taxation des pesticides beaucoup plus forte et augmentant dans le temps, comme l'a fait par exemple sur les paquets de cigarettes. Est-ce que c'est nécessaire pour arriver à réduire fortement leur usage? Tout à fait d'accord, arrive largement en tête. Donc je ne sais pas Antoine si tu veux déjà commenter ça.
Non, peut-être donne-nous tous les résultats, Ok. et puis après, on demandera à nos invités, à nos amis peut-être de réagir sur Ok, ces donc sondages. majorité Voilà. tout à fait Il d'accord. y a des pourcentages? 63%, D'accord. 11% plutôt d'accord, 10% je manque d'informations, 15% je suis plutôt pas d'accord. Les agriculteurs devraient toucher beaucoup moins d'aide s'ils épandent des pesticides. Tout à fait d'accord à 64%, plutôt d'accord à 36%. 0 pour le reste. Produire sans pesticides renchérit les coûts de production pour les agriculteurs. Il faudrait donc payer plus cher pour notre alimentation, que ce soit via les prix payés par les consommateurs ou via les subventions à la charge des contribuables. Là, on obtient 50% de tout à fait d'accord, 33% de plutôt d'accord, 1% je manque d'informations, 2% je ne suis plutôt pas d'accord, 0 pour le reste. Produire sans pesticides, j'enchaîne, entraîne une baisse importante de la production par hectare. Cela implique de réduire en France de moitié notre consommation de viande, sauf à accroître nos importations de soja et autres aliments pour les animaux. Tout à fait d'accord, 53%, plutôt d'accord, 21%. Manque d'informations pour répondre, 11%, plutôt pas d'accord, 16%, pas du tout d'accord, 0, ne sait pas, 0. Enfin, les règles de la politique agricole commune empêchent les États membres qui le voudraient de mener des politiques ambitieuses orientées vers l'agroécologie. Tout à fait d'accord à 45%, plutôt d'accord à 20%. Je manque d'informations à 20%, je suis plutôt pas d'accord à 14%. Je ne sais pas, 0%. Et j'en ai fini avec les résultats de ce sondage. Merci beaucoup, Anne. Écoutez, pour peut-être terminer, je vous demanderai à chacun peut-être de réagir sur ces retours des participants que je remercie d'avoir pris le temps de remplir ces questions. Et peut-être, je pense que ça peut être lié à une question de Anne-Sophie Levaguerès qui posait la question du niveau auquel il faut agir. Est-ce qu'on peut vraiment envisager une transition agroécologique en France alors qu'on est dans une Europe où les États membres sont en concurrence? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de travailler à l'échelle européenne? Je pense que ça fait aussi écho à une des réponses à la dernière question du sondage. Je vous laisse peut-être chacun une petite minute, parce que nous n'avons plus que 5 minutes avant de malheureusement devoir clore notre session. Qui veut commencer? Oui, Je veux bien dire un mot, moi, juste à chaud, la réaction que ça m'a fait, c'est les deux premiers sondages sur la taxation et moins d'aide pour ceux qui utiliseraient des pesticides. Il y a une ultra majorité qui en est d'accord. Par contre, quand après on dit qu'il va falloir soit payer plus cher, soit par le coût d'augmentation directe, soit par des impôts pour les subventions de la PAC, ou revoir ces modes de consommation, on voit que c'est beaucoup plus mitigé. Et c'est là où ça rejoint tout à fait la question que tu viens de poser, Antoine, sur à quel niveau ça se joue. Moi, je ne crois pas que ça se joue. Alors bien sûr qu'il faut arriver à faire évoluer nos modes de consommation, mais ça se joue beaucoup plus et ce sera beaucoup mieux vécu et beaucoup plus pérenne si ça se joue à des niveaux politiques européens et même à réfléchir au niveau des échanges mondiaux. C'est-à-dire qu'il faut sortir cette question des pesticides et de l'alimentation de juste des enjeux de santé ou des enjeux sanitaires ou des enjeux alimentaires, mais c'est bien des enjeux économique de survie de notre modèle agricole, de notre modèle alimentaire et de survie des êtres humains sur la planète, quoi. Donc, à un moment donné, il faut des politiques économiques, commerciales, agricoles qui orientent pour arriver à une bascule et que cette bascule, elle soit pas subie, mais qu'elle soit choisie et qu'elle soit pérenne ainsi pour les paysans et pour les consommateurs. qui veut... Merci beaucoup, Nicolas. Daniel, vous voulez... Oui, je veux bien. Moi, je pense qu'il serait vraiment fort de café que de mettre les agriculteurs en cause. C'est quand même notre société qui a mis les agriculteurs dans la chimie. C'est nous qui avons sollicité ces notions de volume. C'est nous qui, en Bretagne, par exemple, produisons
40% des bêtes aujourd'hui qui sont abattues en France le sont en Bretagne. C'est un modèle que la société a organisé. Donc, c'est nous qui avons mis les agriculteurs dans cette chimie, c'est nous qui les avons formés, ils ont été à l'école, ils ont eu des diplômes dans lesquels on leur a appris le bon usage des pesticides. On leur vend des investissements pour des pulvérisateurs dernier cri. Donc, c'est à nous de sortir l'agriculture aujourd'hui, c'est à nous d'aider les agriculteurs à sortir de la chimie dans laquelle la société l'a mis, et certainement pas de culpabiliser les agriculteurs. Merci beaucoup. Je veux bien dire un mot. Ouais. Je pense que le sondage n'est pas forcément très représentatif. On voit que les gens qui participent aux journées de l'économie autrement sont déjà bien informés et un peu conscients d'un certain nombre de choses. Malgré tout, je pense qu'il est quand même... je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est vraiment une question sociétale, hein. C'est un projet de société d'avoir une autre agriculture, une autre alimentation. Et le signe d'espoir, c'est quand même le résultat de ce sondage. Je pense que les citoyens peuvent essayer peuvent essayer de tirer les choses du bon côté. C'est pas l'agrofourniture qui tirera les choses du bon côté. Donc, il faut vraiment qu'on tire par ailleurs et qu'on aborde la question sur le plan politique, parce que c'est effectivement un projet de société et une question éminemment politique. Pierre, oui, tu veux réagir aussi? Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Peut-être un point, donc, comme je le disais, on a un élan européen inédit sur la question. D'ailleurs, l'interdiction des néonicotinoïdes, c'est au niveau européen, hein, que c'est interdit. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pour les betteraves, c'est des dérogations en réalité. Et si la France a fait cette dérogation, c'est sans doute pas étranger au fait que la Pologne, l'Allemagne, enfin les concurrents de la France ont fait cette dérogation. Ensuite, donc ce problème de ce système de dérogation, oui, est quand même tout à fait délétère, c'est-à-dire qu'on donne une orientation politique et puis ensuite, dans le détail, on s'en extrait, mais ça ne passe plus inaperçu, donc c'est une bonne chose quand même. Le deuxième point sur les pesticides, c'est que c'est quand même un problème européen et particulièrement français, hein. En Europe, c'est la France, un peu avec l'Espagne, l'Allemagne, et un quatrième pays dont je ne me souviens plus, qui font quasiment les 3/4 d'utilisation des pesticides en Europe. Hein, donc, il faut voir que c'est aussi notre responsabilité là, tout à fait nationale et européenne. On en utilise plus que les autres pays, et donc particulièrement par hectare, hein. Donc par exemple, ça sera difficile de dire on se protège des importations d'autres pays pour réduire nos pesticides, parce qu'on en utilise plus qu'eux, on en utilise beaucoup plus que les États-Unis, beaucoup plus qu'en Amérique du Sud, etc. Donc c'est vraiment notre problème à nous. Merci beaucoup, Pierre. Je pense qu'on a, oui, c'est extrême. J'ai trouvé cette séance extrêmement riche, montrant un peu à quel point c'était un enjeu politique, un enjeu démocratique qui dépassait largement la simple question des agriculteurs, et que c'était vraiment quelque chose dont nous devions tous nous saisir. Donc voilà, encore une fois, grand merci à tous à Pierre, Madeleine, Nicolas, Daniel, et puis vous tous qui avez suivi cet atelier, qui avez posé des questions. Je regrette de ne pas avoir pu toutes les relever. Merci d'avoir participé au sondage. Je demande à Pierre, Madeleine, à Nicolas et Daniel, suite à beaucoup de vos demandes, de bien vouloir mettre les liens des documents qu'ils ont évoqués, par exemple le rapport France Stratégie, le rapport au Parlement sur le Green Deal, vos slides. Alors peut-être les mettre sur le chat, ce qui peut l'être, et on verra comment on peut vous donner des liens pour accéder aux slides, comme l'ont demandé un certain nombre d'entre vous.
Voilà, bah, écoutez, grand merci à tous et donc bonne continuation pour ces journées de l'économie autrement. Et j'espère qu'on se retrouve bientôt sur ces sujets. Voilà, c'est la coupure des visioconférences, c'est toujours un peu brutal, il faut l'assumer et l'accepter. Mais voilà, encore, j'ai trouvé que c'était un très très bon débat et merci de tout ce que vous y avez mis les uns et les autres. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Pour indiquer quelques liens pour les participants si vous le souhaitez. Donc, 2-3 minutes et je ferme la conférence. Merci à vous. Au revoir. Moi, j'avais mis mes liens dans le diaporama, les liens dont tu parlais, Antoine. D'accord. Donc, vous avez le diaporama, les liens sont dans la slide pour en savoir plus. Et est-ce que, Anne, tu nous entends? Elle s'est sauvée. Elle s'est sauvée. Je lui demande. Oui, est-ce que les participants ont leur mail, c'est ça? On va avoir leur mail, oui, tout à fait. J'ai une interrogation, savoir si on les a par table ronde, mais normalement oui. Pour qu'on leur envoie à suivre, tu veux dire? Ouais, c'est pour leur envoyer les slides. On va essayer. On va essayer de ça. Voilà. Et puis peut-être les liens qui auraient été déposés par Pierre, Madeleine, Nicolas sur. Ouais, moi, les liens voilà. sont dans la page 9. Voilà, dans la page Du diaporama. Alors que je n'avais pas, donc du coup, je ne peux pas les mettre. Voilà. Ok, mais écoutez, on fera ça si. Sinon, je peux essayer de les mettre sur le chat, hein, mais. Mais on aurait l'assurance du coup d'une lecture immédiate par les participants. Ça me paraît plus. Ok, j'essaye de faire ça. Du coup, je le laisse ouvert quelques instants. Moi, je suis pas sûre de savoir faire, mais. En fait, il s'agit juste de répondre sur les questions, tout simplement. Pour déposer. Ou sur le chat. Pour déposer le diaporama. Voilà. Non, pas pour déposer. En même temps, je vois que logiquement, les participants s'en vont, donc on va essayer de retenir la solution d'Antoine et d'envoyer ces liens aux participants. Bon. Qui auront accès au replay, de toute façon. Oui, il y a un replay, oui. Donc, ça sera déjà un moyen pour eux de prendre l'information. Ouais, mais dans le replay, il n'y aura pas ce qu'on n'a pas montré, donc il n'y aura pas les références. Dans le replay, vous aurez normalement le partage de votre écran sera présent. Tu vires quelqu'un qui est bien, c'est effectivement. C'est justement là-haut, d'accord. D'accord. Et après, il revient en disant. Mais c'est bien d'envoyer un mail si c'est possible. J'ai pas osé sortir. Quelle épreuve. J'ai passé. Je vous dis au revoir et bravo. Non, merci. Au revoir Pierre, au revoir Madeleine. Merci. C'est trop court, 1 heure. 1h15. Frustrant. Un peu court. Bon appétit. Avec une alimentation saine, forcément. Au revoir. Comté et Morbier. Allez, à bientôt. Je ne sais même pas comment on arrête en fait.